Salut, je m'appelle François Sauvé, je suis aide pédagogique individuel au Collège de Valleyfield. Je te présente aujourd'hui les bases du passage secondaire vers le collégial. Donc évidemment, la première chose quand on veut rentrer au collège, au cégep, c'est de savoir dans quel programme on veut s'embarquer. Donc, on a 3 types de programmes. Pour ceux qui tergiversent encore un petit peu, ne sont pas trop sûrs du programme qu'ils veulent obtenir, mais qui savent qu'ils veulent avoir un cégep, qui vont pouvoir faire plus de cours de formation générale, quelques cours exploratoires, on a le programme de Tremplin DEC qui s'offre autant à Valleyfield qu'au Centre d'études de Saint-Constant. On aura des étudiants qui voudront aller directement à l'université par le chemin le plus court, donc qui prendront des programmes préuniversitaires. On pense aux cours de sciences de la nature, au programme de sciences humaines, que ce soit avec ou sans maths. D'ailleurs, le programme de sciences humaines est lui aussi offert à Saint-Constant. On a un programme d'art, lettres et communication, très tourné vers le multimédia, programme d'art visuel, et pour les étudiants qui sont très polyvalents, le programme de DEC en sciences de la nature et art visuel, donc c'est un double DEC en quelque sorte. Autrement, évidemment, au cégep, tu as des programmes techniques qui te mènent directement sur le marché de l'emploi. Donc, on pense au programme d'inhalothérapie, de soins infirmiers, de chimie analytique, de génie mécanique, d'électronique industrielle. On a la technique juridique, technique d'éducation à l'enfance et la technique d'éducation spécialisée qui, elle aussi, est offerte à Saint-Constant. Un programme un peu plus contingenté, peut-être un peu plus difficile d'y être admis. Voilà, et sinon, on a la technique de comptabilité-gestion, la technique de gestion de commerce, technique en informatique et finalement, en association avec l'ITHQ, la technique en gestion d'un établissement de restauration. Donc, évidemment, quand tu as un programme qui est peut-être plus contingenté, il faut peut-être que tu penses avoir un plan B, peut-être de faire une année en sciences humaines, avoir des bonnes notes, des meilleures notes pour finalement entrer en éducation spécialisée. Donc, toujours intéressant de penser au fait qu'on pourrait ne pas être admis. Pas question d'être pessimiste, mais tout simplement de pallier à toutes les situations. Donc, c'est quelque chose que tu pourrais envisager, que ce soit dans notre cégep ou dans un autre cégep. On a des guides, en fait, pour comprendre les conditions d'admission. Donc, évidemment, pour entrer au cégep, ça prend un diplôme d'études secondaires. Ça pourrait être parfois, dans certaines situations, un diplôme d'études professionnelles. Mais dans nos livrets explicatifs, vous avez justement les conditions d'admission. Donc, souvent, c'est le diplôme d'études secondaires. Et parfois, vous avez des cours précis à avoir. Donc, dans l'exemple qu'on a sous les yeux en soins infirmiers, le candidat doit absolument avoir ses sciences physiques, STE de 4e secondaire et sa chimie de 5e secondaire. Donc, c'est la chimie forte et les sciences physiques fortes qui ont dû être faites dans ce cas-là. Donc, vous avez toujours cette inscription-là dans un... Il n'y a pas d'encadré rouge dans le livret explicatif, mais vous avez toujours les conditions d'admission qui sont indiquées. Vous voyez qu'on demande moyenne générale au secondaire pouvant faciliter l'admission, 69 %. Donc, c'est à titre indicatif. Ça ne veut pas dire que si tu as 68 tu ne seras pas admis. Ça ne veut pas dire que si tu as 70 tu es automatiquement admis. Ça veut dire que l'an dernier, la personne qui avait la plus basse moyenne générale au secondaire qui a été admise dans ce programme-là, dans le cas qui nous concerne pour soins infirmiers, c'était 69 %. C'est des chiffres qui vont différer selon le programme pour lequel on applique. Donc voilà, pour t'inscrire, il faut que tu passes par le site du SRAM. Ça va directement sur le site web. C'est un formulaire que tu remplis en ligne. N'hésite pas, si tu as certaines situations particulières, des explications supplémentaires à nous donner, à y ajouter une lettre de motivation, par exemple, une lettre explicative pourquoi en secondaire 4, tu aurais eu des notes un peu moins intéressantes. Il y a plein de situations humaines qui peuvent expliquer ce genre de situation-là. Donc, nous autres, les API au Collège de Valleyfield, on les lit systématiquement. Ça change notre interprétation quand même le temps d'admettre ou non un candidat. Des dates importantes à avoir en tête. En fait, pour rentrer au premier tour, lorsqu'on veut rentrer être admis au cégep à l'automne suivant, si le premier tour, ce jour, le 1er mars, tu n'es pas admis au premier tour, tu peux te réessayer au deuxième tour. Et là, c'est au tour du 20 avril qui devient la date limite. Et on a aussi un troisième tour d'admission lorsqu'on veut être admis à l'automne, qui est vers la fin mai. Donc, l'échéance est vers la fin mai. Alors, vient le temps de présenter ce que je considère comme peut-être le plus important là, pour voir si tu es vraiment un étudiant fait pour le collégial, soit les différences qu'il y a entre le secondaire et le collégial. La principale grosse différence, en fait, c'est que généralement, au secondaire, tu es obligé d'aller à l'école jusqu'à 16 ans. Donc, les études postsecondaires, c'est un choix de ta part. Et donc, c'est un choix de ta part, ça va demander beaucoup plus de responsabilité de ta part, beaucoup plus d'initiative. Et donc, tous les gens vont te considérer comme étant responsable de tes succès. Donc, c'est sûr que si tu vas avoir beaucoup moins d'encadrement de tes professeurs, ça va être à toi d'aller poser les questions, d'aller demander des rencontres avec les enseignants. Ça va être à toi de te présenter en classe. Les présences ne sont pas prises systématiquement.
C'est clair, là, je te le dis tout de suite, c'est un facteur de réussite que d'assister à ces cours. Là, ça semble anodin de le dire, mais parfois les tentations sont faciles lorsqu'on est au cégep. Le format aussi de l'année scolaire est très différent. Souvent au secondaire, bien, ça commence mollo, tu jases avec tes amis, tu prends des nouvelles de l'été pendant tout le mois de septembre, puis là commencent les évaluations tranquillement, tu te plantes dans une évaluation, tu as l'occasion de refaire cet examen-là, tu as plusieurs évaluations en français écrit, par exemple, donc tu peux toujours rattraper le temps perdu, tandis qu'au collégial, on a 2 sessions de 16 semaines, une à l'automne, une à l'hiver. Il y a quelques cours d'été qui peuvent se donner aussi, mais ces sessions de 16 semaines-là, avec la matière qu'on a à voir, bien, dès la première semaine, ça serait normal de commencer à faire tes lectures. Dès la deuxième semaine, de commencer à faire tes travaux. Les 15 semaines vont passer très rapidement. Et puis, bien, là, tu fais une évaluation sur ton français écrit. Bien, voilà, c'est réglé pour cette évaluation-là. Tu as commencé à accumuler des points et tranquillement, tu fais une évaluation après l'autre pour arriver à ta note finale. Et là, tu as un échec ou tu as une réussite. Pas moyen de récupération ou quoi que ce soit. C'est un échec, il va falloir que tu reprennes le cours. C'est une réussite, bien, tu vas pouvoir passer aux cours qui suivent. La durée des cours, des leçons comme telles, au secondaire, 50 à 75 minutes dans la plupart des cas. Au collégial, entre 1 heure et 3 heures de cours. Souvent, ce sont des 3 heures de cours. Faut quand même savoir qu'il y a une pause là, qui peut se donner là, à peu près au milieu de cette leçon-là. Mais c'est sûr que ça veut dire qu'il faut que tu arrives avec un certain état de concentration. Ça peut être facile de s'endormir, donc ça te prend des saines habitudes de vie pour arriver en forme et oxygéné pour ton cours. Dans ton cours, c'est quand même beaucoup de matériel, tes données de compétences, de savoir qui te sont transmises, donc excuse-moi. Donc, tu n'auras pas de temps d'études en classe. En fait, tes études, tes travaux, tu dois faire ça hors classe. Et généralement, le temps que tu passes en classe, c'est à peu près le temps que tu vas passer sur tes travaux. Donc, on peut penser que pour un cours de 3 heures par semaine, tu es assis en classe 3 heures, et ensuite ça, tu fais 3 heures de travail par toi-même pour aller chercher l'ensemble de ces savoirs-là. La statistique veut que ce soit 40 de tes compétences que tu vas chercher de cette façon-là au collégial, alors que c'est 20 au secondaire. Ceux qui se destinent à l'université, au bac, on dit que c'est environ 60 Donc, tu es de plus en plus appelé à être autonome dans tes apprentissages. Donc, autre chose à penser, en fait, c'est que tes horaires de cours, là, ça va commencer de 8 h à 18 h à tous les jours. Tu n'auras pas seulement des cours à tous ces moments-là, mais tu peux avoir des cours dans ces plages-là, du lundi au vendredi. Donc, l'idée, c'est que si tu as un cours à 8h10 qui finit à 11h, puis tu as un cours de 15h qui finit à 18h, essaie de rentabiliser les heures entre 11h et 15h, que ce soit par des études, que ce soit par du parascolaire, que ce soit par de l'entraînement, ainsi de suite. Sinon, bien, l'étudiant a beaucoup de services d'aide à la réussite. Et encore une fois, nous autres, on essaie de faire connaître l'ensemble de ces services-là, que ce soit les services psychosociaux, que ce soit l'API, les conseillers d'orientation, mais c'est à l'étudiant d'avoir l'initiative de la demande. Donc, tout ce que je vous dis là, je vous en donne beaucoup. Vous allez avoir l'occasion de participer à des rencontres un peu plus concrètes lorsqu'on va s'approcher du début de la session. Donc voilà, je parlais d'un horaire au collégial. C'est un horaire ici qu'on voit qui est à temps plein. Pourtant, vous voyez que le jeune ne travaille pas du lundi au vendredi pendant 40 heures en classe. Donc, c'est vous dire justement que toutes les plages qui semblent libres dans cet horaire-là sont libres de prendre ses responsabilités. Ça n'empêche pas qu'un étudiant pourrait décider de travailler le jeudi matin, mais ça veut dire qu'il risque de devoir faire des travaux le samedi ensuite de ça. Donc, la gestion de son horaire, la gestion de son temps, c'est un enjeu au collégial. Généralement, lorsque tu es admis, c'est parce qu'on considère que tu as le potentiel pour obtenir ton DEC, le potentiel cognitif. Après ça, c'est vraiment au niveau de ta discipline personnelle que ça risque de jouer. Donc, quand on lit un horaire comme ça, on voit le titre du cours, on voit le nom du professeur, on voit le local, le D108 par exemple, le CL, D10-1, ainsi de suite, le D218. Donc, ça te permet, il n'y a pas de cloche ou quoi que ce soit, arrive 8h10, il faut que tu te présentes dans ton local vers 8h05, le professeur commence son cours à 8h10 et à 11h05, 11h10, tu sors de ce cours-là et tu es libre de faire ce que tu veux jusqu'à ton prochain cours. Donc voilà, ça fait le petit briefing de départ là, pour connaître un peu c'est quoi les différences entre le secondaire et le collégial. Vous allez pouvoir jaser maintenant avec mes collègues API. Merci. Merci beaucoup, François, pour cette belle présentation. Donc, bonsoir tout le monde. On est très heureux d'être avec vous ce soir. Alors, je commence par me présenter. Mon nom, c'est Annie Trudeau.
Je suis aide pédagogique individuelle et aussi conseillère d'orientation au Centre d'études collégiales à Saint-Constant, donc le nouveau campus du Collège de Valleyfield qui a ouvert ses portes à l'automne 2019. Et je vais vous parler un petit peu plus en détail là, tout à l'heure du rôle de la conseillère d'orientation. Donc, je vais laisser mes collègues se présenter à leur tour. Bonsoir, mon nom est Amélie Delille. Je suis technicienne en loisirs, responsable de l'environnement. Et ce soir, je vais vous entretenir sur les moyens de vous déplacer au collège. Alors, bonsoir, mon nom c'est Karine Lécuyer. Donc, tout comme on a vu François là, dans la petite vidéo au départ, ainsi qu'Annie, je travaille comme aide pédagogique individuelle au Collège de Valleyfield. Puis, je vais vous parler de mon rôle un petit peu plus tard dans la soirée. Bonsoir, mon nom c'est Catherine Leblanc, je suis technicienne en travail social, responsable à l'aide financière aux études. Donc, je vais vous parler des services financiers au Collège de Valleyfield. Et finalement, mon nom est Gaston Girard. Je suis le 4e aide pédagogique au Collège de Valleyfield. Et je vais vous entretenir un petit peu sur notre rôle. Karine va continuer tantôt. Dans le fond, nous, on est là pour vous accompagner de l'admission jusqu'à la sanction. Fait que là, vous êtes bientôt, à partir de la mi-janvier, avant le 1er mars, vous allez faire vos demandes d'admission. Donc, c'est les aides pédagogiques de chacun des programmes qu'on est responsable qui va recevoir votre demande d'admission. On va les analyser et c'est suite à notre recommandation si vous allez être admise. Si vous avez des questions par rapport à ça, vous pouvez toujours nous les adresser. Là, vous appelez au collège, vous demandez quel API qui est responsable de votre programme. À ce moment-là, on pourra répondre à vos questions concernant vos admissions, soit au niveau des préalables ou si vous avez des lettres, etc. On est là pour ça. Dans le fond, de l'admission à la sanction, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au collégial, ce n'est pas comme au cégep, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez avoir des cheminements allongés, vous allez avoir des trous dans vos horaires, vous allez avoir des choix de cours à faire, vous allez pouvoir faire des cours d'été, vous allez pouvoir faire des cours à cégep à distance. Donc, il y a plusieurs possibilités. Fait que tout ce qui n'est pas pédagogique, on est les 4 aides pédagogiques selon notre programme, on est là pour vous aider et vous accompagner tout au long de vos études. Fait que si vous avez des questions, ne vous gênez pas, vous nous envoyez vos questions. Karine? Très bon résumé, Gaston, merci. Donc, ben oui, préciser qu'on s'occupe de tout ce qui a trait à vos cours, vos cheminements. Donc, vous n'hésitez pas, ça nous fait toujours plaisir là, de travailler avec vous. Puis en même temps, on est là pour fournir des outils de réussite pour vous aider à bien cheminer dans vos études. Donc, vraiment, s'il y a quoi que ce soit, ça nous fait toujours plaisir. Alors, on n'a pas de questions présentement sur les réseaux sociaux de la part des internautes. On les invite là, à clavarder avec nous, là, avec nos spécialistes là, qui sont ici ce soir pour vous. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, que ce soit maintenant ou dans quelques minutes. Le clavardage reste ouvert tout le long de la présentation. Et puis, nos API puis nos autres spécialistes de contenu vont pouvoir vous répondre en clavardage ou même de vive voix là, si c'est opportun. Donc, pour la prochaine présentation, j'inviterai Amélie Delille qui va nous parler de transport collectif disponible dans la région pour vous accompagner, les futurs étudiants. À toi, Amélie. Alors, bien, vous êtes probablement dans une réflexion, probablement que vos cours de conduite sont terminés et puis vous allez peut-être avoir besoin désormais d'utiliser la voiture pour vous rendre au cégep. Moi, en fait, je vais vous présenter les divers moyens de transport qui sont disponibles à vous. Je sais qu'à l'heure actuelle, on se déplace beaucoup moins. Ce sera peut-être une situation similaire à l'automne. On verra bien, mais je vais quand même vous présenter les options qui s'offrent à vous. Donc, sachez d'abord que la voiture n'est pas indispensable pour se rendre au collège, que ce soit à pied, à vélo, en autobus, en taxibus, en covoiturage. Il y a une panoplie de moyens qui s'offrent à vous. Donc, je vais commencer en fait par le transport par autobus avec EXO, qui est le réseau de transport métropolitain. Sachez qu'il y a un arrêt d'autobus en fait directement sur le campus de Valleyfield, à quelques pas de l'entrée de la bibliothèque sur la rue Saint-Thomas. Si vous résidez à La Salle, Ganawagé, Châteauguay, Léry, Beauharnois et Salaberry de Valleyfield, vous pouvez voyager avec EXO en utilisant le circuit de la ligne 1 entre votre lieu d'études et votre domicile en autobus.
Si vous habitez les municipalités à proximité de ces grands centres-là, comme Mercier, Saint-Urbain-Premier, Sainte-Martine, Saint-Étienne-de-Beauharnois, il se peut, je vous invite à vous renseigner que votre municipalité ou votre MRC offre un service de connexion aux arrêts de la ligne 1. Si jamais ce n'est pas le cas, bien là, vous allez devoir trouver un moyen entre la maison et l'arrêt d'autobus proposé par la ligne 1 pour aller chercher ce circuit-là. Il faut savoir qu'avec EXO, vous allez avoir besoin de vous procurer la carte Opus, tarif étudiant avec photo, et vous allez avoir droit à un tarif réduit si vous êtes étudiant à temps plein. Une fois que vous avez votre carte Opus en main, vous serez en mesure, en fait, de télécharger les titres de transport sur votre carte. Et puis, en fait, je vous invite à vous rendre directement sur le site d'EXO pour consulter, en fait, là, les grilles tarifaires exactes qui peuvent être vouées à changement. Vous avez du 1er au 31 octobre de chaque année pour renouveler votre carte Opus avec photo. Si vous présentez que votre renouvellement de carte n'est pas fait, bien, il se peut que vous soyez refusé à bord. Donc, ça, c'est votre responsabilité de faire ces démarches-là. Les façons de faire en temps de COVID ont peut-être changé. Donc, je vous invite, quand vous serez rendu à cette démarche-là, d'aller valider sur le site Web. Et puis, je sais qu'éventuellement, l'information va être disponible à vous dans le message que je vais vous livrer. Si vous résidez à Vaudreuil-Dorion, Coteau-du-Lac, Les Coteaux ou Salaberry de Valleyfield, vous pouvez voyager avec la Société de transport de Salaberry de Valleyfield. C'est un organisme qui a été créé par la Ville de Valleyfield et qui offre le circuit de la ligne 99 pour ces municipalités-là. Et puis, dans le fond, le parcours est d'une durée d'environ 35 minutes d'un bout à l'autre du circuit. Pour vous donner une idée, pour un tarif réduit, on parle d'environ 92,50 $ pour une passe mensuelle pour la ligne 99 seulement. On parle aussi d'environ 35,75 $ pour 10 passages ou de 4,25 $ pour un passage unique. Il y a aussi une carte d'accès qui est nécessaire pour voyager avec la Société de transport de Salaberry de Valleyfield. Donc, vous allez devoir débourser un 8 $ pour vous procurer la carte d'accès. Et le principe est le même, vous allez pouvoir télécharger vos titres de transport sur votre carte. Si vous habitez à proximité d'un arrêt du circuit de la ligne 99, donc là, on parle de tous les petits villages en périphérie, donc Rivière-Baudette, Saint-Polycarpe, Sainte-Clette, Saint-Lazare, Sainte-Marthe, Rigaud, Hudson, Les Cèdres, Pointe-des-Cascades, Notre-Dame de l'Île-Perrot. Vous n'avez peut-être pas un arrêt direct pour prendre la ligne 99, mais vous pouvez vous rendre à ces arrêts-là qui vous conduiront au cégep par la suite. Il y a aussi un service de taxibus qui est offert, en fait, dans certaines MRC. Le service de taxibus dessert la ville de Salaberry, entre autres, et le secteur de Soulanges. Donc, on parle de Saint-Zotique, Les Coteaux et Coteau-du-Lac. Le taxibus, c'est quoi? En fait, ça distingue du taxi et de l'autobus parce que c'est vous, en fait, qui allez faire votre réservation de transport sur le circuit de taxibus. Et dans le fond, vous allez demander à ce service-là de se présenter à une heure fixe, disons, de passage, et c'est vous qui allez vous rendre à l'arrêt le plus près de chez vous. C'est important de savoir que durant son déplacement, le taxibus peut aussi prendre d'autres voyageurs qui vont covoiturer avec vous. Il y a 3 entités offertes, dans le fond, là, dans les territoires adjacents du collège. Donc, il y a le taxibus de Salaberry de Valleyfield. Il y a aussi le taxibus du Haut-Saint-Laurent et le taxibus de la MRC Bournois-Salaberry, mais qui n'existe plus malheureusement, là, qui a été interrompu depuis le 1er janvier 2020. Mais la démarche est sensiblement la même. Donc, Taxi du Haut-Saint-Laurent vont offrir un déplacement jusqu'ici au cégep de Valleyfield. Les tarifs sont très, très variés d'un service de taxibus à l'autre. Donc, je vous invite à visiter les sites web appropriés pour obtenir cette information-là. On arrive maintenant au covoiturage. Donc, il y a beaucoup d'étudiants qui vont covoiturer pour se rendre à destination du collège. On a mis même des incitatifs de l'avant pour permettre aux étudiants de covoiturer. Pour vous stationner au collège, ça va vous prendre une vignette de stationnement. Donc, qui dit covoiturage dit on sépare les frais ensemble, donc ce qui est très intéressant.
pour réduire votre facture d'études au collège. Et puis, en fait, pour arriver à covoiturer, bien, vous pouvez faire des démarches par les médias sociaux dans l'été précédent à votre visite au collège. Vous allez pouvoir éventuellement utiliser un module de covoiturage sur Omnivox qui va vous permettre d'entrer votre horaire et de trouver, en fait, des partenaires avec qui covoiturer. Puis, vous pouvez aussi aller vous inscrire sur le site d'Amigo Express où, là, en fait, vous allez pouvoir faire un pairage avec d'autres étudiants, mais aussi possiblement des membres du personnel qui sont inscrits. Donc, on augmente ses chances de pairage. Et puis, il y a des places de stationnement qui sont réservées pour les gens qui font du covoiturage et c'est un espace de choix. Donc, si vous arrivez à la dernière minute, vous êtes tout près de la porte A4 pour entrer dans l'établissement. En terminant, en fait, je parlerai des bornes de recharge électrique qui sont nouvellement là, en place. Donc, il y a une borne de recharge électrique qui est accessible à l'avant du collège sur la rue Champlain. Donc, cette borne-là, il faut savoir qu'elle peut être utilisée par tout autre propriétaire de véhicules électriques qui n'est pas de la communauté collégiale. Donc, si vous voulez vous assurer d'arriver et qu'il n'y ait pas personne d'autre externe à la communauté qui soit branché, vous pouvez aussi aller à l'arrière du collège, près de la même porte pour les covoitureurs, près de la porte A4 qui vous permettra de vous brancher. Il y a aussi un gros travail qui se fait, donc vous serez peut-être témoin de ces travaux-là, mais le collège travaille sur un plan de gestion des déplacements pour réduire sa production de gaz à effet de serre. Donc, il y aura éventuellement là, des nouvelles solutions qui seront amenées pour réduire l'usage de l'auto solo. Donc, restez à l'affût de ces changements-là. Et puis, dans le fond, pour toute information concernant le transport, peu importe votre campus, parce que je n'ai pas parlé du centre d'études de Saint-Constant, je vous invite à visiter le site web du collège qui sera à votre disposition. Puis, quelques mots là, sur Saint-Constant. En fait, sachez que Saint-Constant est très, très bien desservi. Il y a même une gare de train qui arrive directement sur le site de Saint-Constant. Plusieurs lignes d'autobus aussi qui sont disponibles. Donc, si pour vous, le transport est une limite puis que vous allez dans un programme général, Saint-Constant peut être très intéressant. Je m'excuse si je peux ajouter, Amélie, également, c'est à noter que le stationnement est gratuit pour le centre d'études à Saint-Constant. Donc, si vous avez une voiture, bien, c'est le fun. Vous n'aurez pas de frais pour ça. Et puis, dans le fond, donc pour toute information, c'est ça, comme je disais, pour le transport, vous visitez le site Internet du collège. Vous pouvez aussi m'écrire directement là, à environnement@colval.qc.ca ou via le téléphone. C'est une option aussi qui se présente à vous. Alors, voilà, ça fait le tour du transport. Merci beaucoup, Amélie, pour ta présentation. J'espère que nos internautes vont être intéressés à utiliser les transports en commun éventuellement pour se rendre jusqu'à notre cégep. On avait une petite question. Je vais en profiter maintenant pour poser la question sur les réseaux sociaux. C'est une question quand même assez précise. Je vais m'adresser, je crois, à Gaston. Alors, on nous demande, est-ce qu'il y a moyen de faire des préalables pour des programmes si on n'a pas notre chimie de 5e, par exemple, pour entrer en soins infirmiers? Est-ce que c'est possible d'entrer au programme ou de faire des cours de mise à niveau? Oui, c'est une très bonne question. C'est une question qui revient assez souvent, surtout pour les soins infirmiers. Alors, la réponse est oui. Si jamais vous n'avez pas votre chimie, qui est un préalable pour soins infirmiers, il faut quand même vous assurer d'aller chercher vos sciences physiques fortes de 4e secondaire. Vous pouvez être en train de les faire. Donc, par exemple, si vous allez à l'école aux adultes ou dans une école privée au mois de janvier, et quand vous allez faire votre demande d'admission, si vos sciences physiques ne sont pas terminées, à ce moment-là, oui, c'est possible de faire la demande, mais qu'est-ce qui est vraiment important, c'est de demander à l'école où ce que vous faites ce cours-là, d'envoyer une note comme quoi que vous êtes en train de les faire, puis la date à laquelle qui pensent l'avoir réussi. Fait qu'à ce moment-là, nous, quand on va analyser cette demande d'admission-là, on va la prendre en considération. S'il n'y a pas de note, s'il n'y a pas de mention comme quoi que l'étudiant le suit, la science physique, bien, si nous, on ne le voit pas, bien, c'est sûr que vos chances d'être admis sont beaucoup plus faibles. Idéalement, c'est d'avoir la chimie, d'avoir votre chimie de secondaire 5, mais sinon, les sciences physiques, en cours d'être faites, soit aux adultes, soit dans une école privée, soit dans un autre cégep, soit en tremplin deck, c'est toutes des possibilités, mais il faut nous le mentionner. Voilà.
Gaston, j'aimerais faire du pouce un petit peu sur l'information que tu nous donnes. Gaston a mentionné le tremplin deck. Tremplin deck, j'aimerais préciser que c'est un cheminement dans lequel on peut suivre ces cours-là, ces cours de mise à niveau, ces préalables-là. Si jamais, pour une raison ou pour une autre, vous ne les avez pas, quand vous intégrez le cégep, vous pouvez donc faire votre demande d'admission en tremplin deck où vous aurez l'occasion de suivre sciences physiques fortes là, de 4e secondaire, chimie, physique, maths. À ça, nous, on vient vous inscrire, on vient greffer des cours obligatoires de la formation générale, là, par exemple un cours de français, un cours d'éducation physique là, dès la première session. On peut aussi vous offrir des cours, si vous avez besoin de cours d'orientation, cours de méthode d'apprentissage. Donc, ce sont tous des cours qui sont pertinents à votre cheminement. Donc, vous prenez de l'avance en même temps dans votre futur programme. Vous pouvez rester 1 année, 2 années. On y va vraiment là, selon votre besoin. Et donc, c'est pertinent pour vous que vous puissiez suivre les cours là, qui sont nécessaires à votre futur programme d'études. Voilà, c'est ma petite parenthèse. Et merci beaucoup, Karine et Gaston, pour ce suivi d'une question qui nous était posée par les internautes. Alors, on n'a pas d'autres questions pour le moment. On va passer à la section orientation et projet de carrière de notre présentation. Donc, on démarre ça avec une petite vidéo en compagnie de Fatou. À toi, Fatou. Bonjour, je m'appelle Fatou Kiné, conseillère d'orientation. Je suis ici pour te parler de projet de carrière. Quand tu arriveras au collégial, c'est bien important d'avoir un projet. Et ce projet-là, c'est qu'il faut savoir un programme, l'énergie qui est nécessaire pour l'investissement dans tes études est vraiment étroitement liée à l'intérêt que tu portes à ton programme d'études, aux compétences que celui-ci exige et aux objectifs que tu veux atteindre. Alors, ce projet de carrière, il est influencé, comme tu le vois, par 4 facteurs et c'est la conjugaison de ces 4 facteurs qui rendra ton projet réaliste et réalisable. Alors, en premier, la personnalité. D'accord. Maintenant, pour la personnalité, est-ce que tu te connais? Est-ce que tu sais c'est quoi tes intérêts? Qu'est-ce qui te passionne? Est-ce que tu aimes lire? Est-ce que tu aimes travailler avec des chiffres, travailler avec les mathématiques? Est-ce que tu veux conseiller des gens, défendre des causes, argumenter, informer, etc.? Et aussi, quelles sont tes aptitudes? Dans quoi tu as des facilités? Dans quoi tu es bon? Ça, c'est important parce que ça va t'aider à te mobiliser pour trouver les moyens d'aller avoir les meilleurs résultats possibles. Ensuite, la personnalité. Une fois la personnalité est bien réfléchie, il faut regarder également la formation. Quelle est la formation que tu dois faire pour devenir avocat? Tu désires devenir un avocat ou quelle est la formation pour ouvrir les portes pour devenir un médecin ou pour devenir notaire ou pour devenir un enseignant ou pour devenir un historien? Donc, quelle est la voie de formation à privilégier? Quels sont les critères d'admission? Est-ce que le programme il est contingenté? En droit, c'est un programme qui est contingenté. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des programmes qui ne sont pas contingentés. Et quand le programme est contingenté, c'est parce que le nombre de places est inférieur au nombre de demandes. Comme par exemple, l'université a 200 places, mais ils vont recevoir 1000 demandes. Alors, à ce moment-là, le programme est contingenté. Il n'y a pas de place pour tout le monde et ils vont regarder en fonction de la qualité du dossier pour admettre les gens. Mais ne t'inquiète pas, il y a beaucoup de programmes qui ne sont pas contingentés. Maintenant, quelles sont tes chances d'être admis dans ce programme? Est-ce que tes chances sont bonnes? Est-ce que tu as une bonne moyenne générale MGS au secondaire? Si oui, ça te permet d'avoir accès à plusieurs programmes. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des programmes qui ne sont pas contingentés. Donc, si tu réussis bien, tu pourrais être admis. Ensuite, quand on a réfléchi sur notre personnalité et qu'on a réfléchi sur notre formation, la suite, c'est de regarder le marché du travail. Une fois que j'aurai fini mon programme d'études, que ce soit sciences humaines, que ce soit sciences de la nature, ou bien soins infirmiers ou inhalothérapie, etc., est-ce qu'il y a un bon placement dans cette profession? La réponse est oui pour certains programmes, comme par exemple en soins infirmiers. Il y a beaucoup de débouchés. Quelqu'un qui sort de sa formation pourra rentrer. Toute cette information-là est disponible sur Repère. Donc, à l'école secondaire, vous avez accès à un logiciel qui s'appelle Repère. Donc, si vous n'avez pas accès, vous pouvez rencontrer votre conseillère d'orientation ou bien votre professeur de PPO. Il y a un code d'accès et vous allez voir pour chacun des métiers dans Repère, vous allez avoir une description assez détaillée concernant les débouchés.
Maintenant, quelles sont les conditions de travail? Est-ce que ça va être un quart de jour? Est-ce que ça va être un quart de soir? Est-ce que je vais devoir travailler de nuit? Quelles sont les conditions encore d'un repère? Tu recevras, tu verras toutes ces informations. Ils sont bien colligés. Maintenant, quelles sont les possibilités d'avancement? Dans chaque métier, à peu près, il y a des possibilités d'avancement. Ça va dépendre de toi, ça va dépendre de ton ambition, ta motivation. Par exemple, je m'intéresse à la profession de professeur au primaire. Donc, si je veux, plus tard, après 2 ans d'expérience, je pourrais devenir la conseillère pédagogique, donc celle qui va être là pour accueillir les nouvelles personnes qui vont rentrer dans la profession d'enseignante. Après, si je vais suivre un cours d'organisation scolaire, je pourrais devenir directrice adjointe. Et là, toujours en fonction de mon ambition, je pourrais devenir directrice d'école. Toujours en fonction de mon ambition, je peux monter les échelons, devenir la directrice des services éducatifs dans une commission scolaire, devenir la directrice de la commission scolaire. Et si vraiment j'ai une ambition plus grande que ça et que je milite, je pourrais devenir ministre de l'Éducation. Donc, pour chaque profession, il y a des possibilités d'avancement. Et ça dépend de toi, ça dépend de ta motivation, mais aussi de ton ambition. Et en dernier, qu'est-ce qu'il faut regarder? C'est vraiment l'environnement. Alors, ma famille, est-ce qu'elle m'encourage à persévérer? Est-ce que dans ma famille, il y a des gens qui ont déjà été à l'école, qui ont suivi une formation post-secondaire, donc qui ont déjà été au cégep ou à l'université? Est-ce que ma famille m'encourage à persévérer? Est-ce que je fais partie du premier individu qui va poursuivre des études collégiales, c'est-à-dire post-secondaire? Tout ça, ça va dépendre. Aussi, tes habitudes de travail, est-ce que tu as de bonnes stratégies, de bonnes méthodes d'études? Est-ce qu'à l'école, tu avais appris à organiser ton temps, à gérer ton stress? Donc, tout ça également, ça peut avoir un impact sur la réussite de tes études. Est-ce que aussi, je dois occuper un emploi pour financer mes études? As-tu besoin d'aller travailler? On a vu qu'un étudiant qui travaille 15 heures, ça va, mais quand il travaille plus que 15 heures, ça peut être un impact négatif dans sa réussite. Et n'oublie pas, si tu es dans un programme préuniversitaire, tu dois aller à l'université, donc tu dois faire attention quand tu vas arriver de bien réussir parce que les programmes qui sont contingentés, l'université va se servir de ta quotaire. Dans chaque cours que tu vas suivre au collégial, il y a une quotaire. Et c'est cette quotaire-là qui va permettre à l'université de t'admettre dans les programmes qui sont contingentés. Comme je l'ai dit en début de rencontre, il y a des programmes qui ne sont pas contingentés, donc n'oublie pas, si le programme que tu vises est contingenté, il faut vraiment que tu mettes toutes les chances de ton côté pour bien réussir avec la meilleure quota. Et en dernier, quand tu vas arriver au collégial, ça te prend un projet de carrière. Si tu n'as pas de projet de carrière, je vais te dire quelque chose. Si tu te lèves, tu sors de chez toi, tu pars pour Montréal, tu vas arriver plus rapidement à Montréal. Peut-être il y aura des obstacles, donc tu es parti sans regarder ton niveau d'essence, donc peut-être tu auras une panne sèche. Alors là, tu vas prendre la voie de sortie, tu vas mettre de l'essence dans ton auto et tu vas repartir. Mais si tu quittes ton domicile et que tu n'as pas de projet fixe, tu n'arriveras jamais à bon port, tu vas tourner en rond. C'est la même chose si tu arrives ici sans avoir de projet de carrière. Donc, c'est bien important d'identifier. Si tu n'en as pas encore identifié, je te conseille à aller rencontrer rapidement ton conseiller d'orientation dans les jours à venir. À bientôt et j'ai bien hâte de te croiser à l'intérieur des corridors du Collège de Valleyfield. À bientôt. Merci Fatou pour ta présentation. Donc, juste avant que j'enchaîne sur l'orientation scolaire, entre-temps, nous avons eu une autre question. Donc, si je ne sais pas dans quoi m'inscrire, mais que je veux aller au cégep, est-ce que je peux être admis quand même, puis avancer, en fait, mes cours de formation générale? Donc, la réponse est oui, tout à fait. Donc, vraiment, le programme de tremplin DEC, comme Karine expliquait tout à l'heure, est vraiment de mise pour toi si tu es dans cette situation-là. Alors, ça te permet justement de soit prendre le cours d'orientation et projet de carrière qui est offert aux étudiants en tremplin DEC, de poursuivre tes réflexions par rapport à ton choix de carrière ou bien
de prendre rendez-vous avec une conseillère d'orientation pour vraiment travailler là, en profondeur puis personnaliser ta démarche, dans le fond. Donc, oui, on t'invite à t'inscrire. Puis, dis-toi que c'est normal de comment tu te sens. Il y a tellement de choix là, à faire. Là. Surtout en 2020, il y a tellement d'options possibles. Donc, c'est très normal que tu te questionnes par rapport au programme d'études, au métier que tu veux faire plus tard. Puis, justement, vous venez de rencontrer ma collègue Fatou Kiné, qui est conseillère d'orientation au campus de Valleyfield. Il y a également Isabelle Daou, qui est conseillère d'orientation à Valleyfield. Puis moi, je suis la troisième à Saint-Constant. Donc, nous trois, en fait, notre rôle, c'est vraiment de t'accompagner, de t'aider à travers tous tes questionnements, à vraiment travailler ta quête de connaissance de toi-même pour que tu puisses identifier tes champs d'intérêt dominants, dans quoi que tu es le meilleur, dans quoi que tu te démarques par rapport aux autres personnes. C'est quoi ton profil de personnalité? Qu'est-ce qui est vraiment important pour toi? C'est quoi tes valeurs? Donc, en démarche d'orientation individuelle avec nous, c'est ce que tu vas faire. Donc, je te dirais qu'une démarche d'orientation, c'est environ 5 rencontres où on va vraiment analyser ton profil de personnalité pour ensuite de ça explorer des programmes d'études, des métiers qui font du sens avec qui tu es, puis qui ont une résonance là, pour toi, pour te garder sur les bancs d'école, pour que tu puisses vraiment avoir une belle motivation et réussir ton programme d'études avec succès, puis de soit intégrer le marché du travail par la suite ou bien de poursuivre à l'université. Donc, voilà, Fatou, Isabelle et moi, on est là. On va être là pour t'accompagner si jamais tu as besoin d'aide pour une démarche d'orientation individuelle. Sinon, on a plusieurs aussi questionnements au niveau de l'information scolaire et professionnelle. Alors ça, c'est plus pour des étudiants qui ont déjà une idée dans quel programme se diriger, qui ont déjà des idées de métier, mais qui veulent, par exemple, savoir, bon, ben j'ai-tu besoin d'un cours spécifique, d'un préalable, quelle université, par exemple, va offrir tel programme. Donc, on est là pour répondre à toutes ces questions-là d'ordre information scolaire aussi. Également, bien, on a des beaux partenariats, des belles collaborations avec certains enseignants où on va faire acte de présence dans les classes pour parler aux étudiants. On fait aussi des ateliers de groupe sur l'admission universitaire, donc comment ça fonctionne, remplir des demandes pour l'université, etc. Alors, n'hésitez pas, dès que vous allez être admis, si vous vous posez des questions, que vous n'êtes pas certain, on est vraiment là, les trois, là, pour t'aider. Alors, voilà, je ne sais pas si entre-temps, on a eu d'autres questions. Je ne crois pas. Alors, je vais céder la parole à ma collègue Catherine, mais entre-temps, là, vous pouvez écrire sur le clavardage, puis on y reviendra par la suite. Alors, bonsoir tout le monde. Donc, voilà, mon nom, c'est Catherine Leblanc. Je suis, comme je disais un peu plus tôt, la technicienne en travail social, responsable de l'aide financière aux études. Donc, moi, mon rôle au collège, c'est de rencontrer les étudiants. On regarde au niveau de l'aide financière aux études. Donc, ça peut être de faire la simulation de prêts et bourses. Donc, c'est un programme qui est offert par le gouvernement, donc le ministère de l'Éducation. Donc, c'est les prêts et bourses. Donc, avec les étudiants, je vais regarder une simulation. On regarde qu'est-ce que l'étudiant, à quoi il est admissible. Et je fais aussi un accompagnement pour la demande, pour compléter une demande de prêts et bourses. Aussi, les services que je peux offrir, c'est la planification d'un budget. Donc, aider l'étudiant à bien planifier l'argent qu'il va recevoir s'il travaille, donc pour qu'il puisse être en mesure de payer ses études. Je peux aider au niveau pour aider pour un logement, aider aussi en fait, répondre aux besoins primaires, donc que ce soit pour se nourrir, trouver un logement et se vêtir. Donc, je peux accompagner les étudiants pour ça. Donc, voilà. Donc, aussi, ce que je peux faire, c'est informer les étudiants au niveau, à propos des bourses. Donc, il y a les bourses de la persévérance, c'est la réussite des stagiaires qui existent depuis 2019. Donc, c'est des bourses qui sont vraiment intéressantes pour des programmes en santé, services sociaux et de l'éducation. Donc, c'est les bourses qui sont offertes au stage final aux étudiants. Donc, c'est dans les programmes de soins infirmiers, techniques d'inhalothérapie,
éducation spécialisée et éducation à l'enfance. Donc, c'est des bourses qui peuvent varier entre 2 000 et 2 500 $ qui sont offertes au stage final. Aussi, il y a les bourses de la Fondation du Collège de Valleyfield. Il y a un soutien d'urgence aussi pour les étudiants. Donc, à chaque année, la Fondation offre environ 40 000 $ en bourse. Donc, il peut avoir les bourses de la Fondation. Il y a des bourses de la Persévérance grâce à divers partenaires sur le territoire. Il y a aussi les bourses CPMT, qui est la bourse Commission des partenaires du marché du travail. Donc, c'est une bourse qui est offerte par le Cégep pour les inscriptions dans les programmes qui conduisent à des professions priorisées par la CPMT. Donc, c'est la bourse CPMT. Et où il y a un manque d'inscription. Donc, c'est une bourse qui est pour encourager la persévérance. Alors, tout ce qui concerne les bourses et les services peuvent se retrouver sur le portail Omnivox, un coup que tu es inscrit dans un programme. Sur les réseaux sociaux aussi, vous pouvez être informé des bourses et sur le site Internet aussi. Donc, les questions qui peuvent revenir par rapport à surtout l'aide financière aux études. Donc, il n'y a pas de date butoir, en fait, pour faire une demande de prêts et bourses. Donc, ça peut être tout au long de l'année scolaire que vous pouvez faire une demande de prêts et bourses. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez me contacter sans problème ou m'écrire aussi un courriel à aide.financière@colval.qc.ca. Merci beaucoup. Bien, merci beaucoup, Catherine. On a d'ailleurs déjà une question sur les réseaux sociaux. On nous demande, est-ce que je peux juste avoir une bourse, mais pas de prêt parce que je ne veux pas d'aide du gouvernement? En fait, avec la simulation, on va vraiment avoir une idée il y a toujours une partie qui est prêt, ça c'est certain. La bourse, c'est là que ça varie en fonction des revenus familiales. Donc, c'est vraiment du cas par cas, mais avoir juste la bourse, c'est plus rare. Ça dépend vraiment de la situation. Ça peut être la situation de l'étudiant. Donc, habituellement, il y a vraiment une portion qui est en prêt. Parfait. Merci beaucoup. On n'a pas d'autres questions concernant l'aide financière, mais on a eu une petite question concernant les programmes contingentés à l'université. Donc, je crois que je vais m'adresser à Annie pour cette réponse-là. Oui. Donc, en fait, on demande est-ce que j'ai plus de chances d'être admis dans un programme contingenté à l'université si je fréquente plus un cégep qu'un autre. Donc, la réponse est non. Il y a plusieurs années, oui, le choix du cégep avait une incidence par rapport à notre taux d'acceptation, si on veut. Mais maintenant, la cotère est calculée selon, dans le fond, il y a plusieurs facteurs qui vont déterminer la cotère, dont l'indice de force du groupe, dont la dispersion des groupes, ce qui fait en sorte qu'il n'y a pas de cégep mieux qu'un autre. Alors, tu dois vraiment faire ton choix en fonction de tes critères de réalité à toi, de vraiment tes intérêts par rapport au programme qui va s'offrir dans tel cégep. Alors, voilà. Donc, non, ça n'a pas d'impact. Merci beaucoup, Annie. Il y a une dernière petite question qui vient d'apparaître, très pertinente. Je ne sais pas à qui l'adresser, donc je vais vous laisser vous faire des petits clins d'œil. Alors, combien peut coûter une session au cégep? Bien, je vais y aller. Une session au cégep, ça va tourner autour de 175 $ à peu près pour une session. Donc, si on est dans un préuniversitaire, on peut prévoir 4 fois 175 $ environ. On est dans une technique, on parle de 6 sessions. 3 ans, donc 6 fois. À ça, on va ajouter naturellement des frais de matériel, de cours. Donc, tout dépendant du programme, ça peut tourner par session. Puis, vous me direz, là, mes collègues API, là, si je me trompe, dans certains programmes, peut-être des techniques, ça peut être un peu plus dispendieux, là, autour de peut-être un 300-400 $ par session. Mais sinon, en moyenne, on peut être autour d'un 200. Est-ce que je suis à peu près... Oui, ça tourne autour de ça. Mais en soins infirmiers, par exemple, une première session, c'est 500 $. Mais c'est elle la plus chère, parce qu'il y a beaucoup de matériel à s'acheter. Mais après ça, ça diminue un peu. Mais 200-300, ça peut aller là. Donc, c'est toujours une moyenne. Ouais. Et comme on est dans l'univers des réseaux sociaux et qu'on est diffusé à travers le monde entier, est-ce que ces coûts-là sont les mêmes pour les étudiants internationaux? Non. Non, là, à ce moment-là, c'est des coûts. Si un étudiant qui vient de l'international, il va faire sa demande,
Puis là, on parle de plusieurs milliers de dollars. Je n'ai pas les chiffres exacts, là, mais c'est sûr que pour un étudiant qui vient d'un autre pays, c'est beaucoup plus cher. Ça peut aller 4-5 000 facile. Il doit alors s'informer au SRAM, j'imagine qu'il y a une section sur les espaces web. Même ici au Collège à Valleyfield, on a déjà des réponses. Là. Si par exemple la personne voudrait venir ici, on peut y envoyer à ce moment-là l'information, mais il peut passer par le SRAM aussi, là, les deux. Mais il y a des bourses pour les étudiants internationaux aussi qui sont offertes, je crois, avec la Fédération des cégeps, qui vont payer, dans le fond, l'étudiant international, quand il est admissible à cette bourse-là, va seulement payer les frais scolaires d'un étudiant régulier. Parfait, très intéressant. Alors, c'est la folie sur les réseaux sociaux. On a d'autres questions qui nous arrivent. Très intéressant. Pour les API, est-ce qu'on peut allonger notre programme d'études? Est-ce qu'on peut faire notre programme sur 4 ans alors qu'il était prévu sur 3 ans, comme une technique? Oui, ben oui, définitivement, là, comme je disais tantôt, surtout dans le contexte actuel, là, avec les adultes qui reviennent au travail, avec qui ont des enfants, donc, ou qui sont sur le marché du travail. Donc, ça arrive de plus en plus souvent que des étudiants, au lieu de faire leur technique sur 3 ans, vont la faire sur 4 ans. Puis même, on va rajouter peut-être des cours d'été aussi pour alléger les sessions, avoir des sessions un peu plus faciles, puis l'étendre sur 4 ans. Donc, oui, ça se fait de plus en plus. Et la manière de faire, en fait, c'est vraiment de contacter là, votre API, tout dépendant dans le programme dans lequel vous êtes inscrit. Nous, on est là pour ça. C'est important de savoir qu'on y va selon votre réalité à vous, votre besoin à vous. Donc, si, par exemple, quelqu'un dans un pré-universitaire, on parle d'une science nature, une science humaine, environ 6 cours par session, mais ça se peut que 6 cours, ça ne vous convienne pas, puis vous ayez envie d'avoir plus un 4-5 cours par session. Donc, c'est possible. Puis, on va y aller d'une discussion à ce moment-là avec vous. Donc, n'hésitez pas à nous contacter là, si vous avez envie là, de faire un parcours là, qui soit un peu différent. Voilà. On va prendre une dernière petite question sur les réseaux sociaux. Je crois que ça suit un peu la question que je venais de poser. Alors, si on fait notre programme on l'allonge sur plusieurs années, est-ce qu'on peut être considéré toujours à temps plein ou il y a des risques qu'on tombe à temps partiel et que là, ça nous coûte plus cher au niveau des études? Non, on réussit facilement à être à temps plein pendant toutes les durées des 4 années. Là. Il y a assez d'heures de cours pour être à temps plein pendant 4 ans. En fait, si je peux juste ajouter, pour être à temps plein, c'est un minimum de 4 cours. Alors, c'est rare, 4 cours par session, qu'on va en dessous de ça. Mais parfois, ça peut arriver, advenant le cas, par exemple, qu'un étudiant a déjà fait les cours de formation générale. Là, les coûts, ça va être de 2 de l'heure, dans le fond, du cours. Mais habituellement, c'est ça, c'est temps plein avec 4 cours ou plus. Alors, je pense que le sujet de ce soir soulève vraiment beaucoup d'intérêt. On a d'autres questions qui arrivent. Est-ce qu'on les prend en direct? Est-ce que vous êtes toujours disponible pour répondre aux questions de vive voix? Oui, on va continuer. Parfait. Alors, on nous demande si je réussis un cours à 60, donc avec une note de 60, là, j'en comprends, est-ce que je peux le refaire pour avoir une meilleure note? Est-ce qu'au collégial, c'est quelque chose de possible? C'est une très bonne question. En fait, non, malheureusement, l'échec va demeurer toujours dans le dossier, là. Alors, c'est pour ça qu'on dit que c'est très, très, très important de toujours fournir le maximum d'efforts parce que pour l'admission universitaire, l'échec est là. Par contre, depuis quelques années, la pondération au niveau des sessions a été, ça diffère un petit peu. La première session, il y a moins d'importance qui est accordée aux résultats pour justement laisser la chance aux étudiants dans le sens où la marche est très haute entre le niveau secondaire et le cégep. Et le ministère a été conscient de ça, donc a attribué un petit peu moins d'importance au calcul de la quotaire des cours de la première session. Alors ça peut aider, mais non, on ne peut pas effacer un échec. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, mes collègues? Même à 60, si par exemple l'étudiant obtient 60, il ne peut pas redemander de refaire le cours pour avoir une meilleure note pour améliorer sa quotaire. Fait qu'une fois que tu as réussi le cours, si c'est 60, il reste à 60. Donc, ça va être vraiment important là, de se prévaloir de très bons outils là, dès le départ, dès ta première session collégiale, là, de te faire aider pour essayer là, de viser les meilleurs résultats possibles. Merci. Je pense qu'on va prendre ça comme un beau mot de la fin.
vous voyez ici au Collège de Valleyfield, on a plusieurs ressources disponibles pour vous qui peuvent vous accompagner dans votre cheminement scolaire, dans votre projet de carrière, au niveau de l'aide financière et qui peuvent vous aider si vous cherchez des options de transport collectif. Alors, je vous remercie beaucoup, le panel de ce soir. C'était fort intéressant. On va souhaiter un bon retour à tous nos internautes et au plaisir de vous revoir l'année prochaine dans nos espaces. Au revoir. Merci. Merci. Bye. À bientôt.